Invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Est-ce que vous considérez, Luc Châtel, que ce ralliement est une défaite pour Nicolas Sarkozy? Défaite de quoi? De qui? Non, je pose la question. Bon, je veux dire, ça aurait été vraiment un scoop et une surprise si Valérie Pécresse avait soutenu Nicolas Sarkozy. Parce que la vérité, c'est que Valérie a toujours été chiracienne, elle a été proche d'Alain Juppé, voilà. Vous savez, moi, je respecte le choix, l'engagement de mes amis. Valérie est une amie. C'est le jeu de ces primaires que d'avoir des engagements qui peuvent être différents. François Baroin est mon ami, il soutient Nicolas Sarkozy. Gérard Longuet, mon ami, il soutient François Fillon. C'est ainsi. Enfin, c'est quand même pas un film de Claude Sautet, les présidentielles. Non, mais... En général, ça peut se terminer mal aussi, ces affaires-là. Et puis, il y a quand même une bataille qui est importante. Nicolas Sarkozy remonte, mais Alain Juppé est toujours donné vainqueur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le pas lot... anodin, ce qui se passe ce matin. Non, mais c'est le lot de la politique que de s'engager derrière des hommes et des femmes et de les choisir. On choisit des hommes et des idées et des hommes pour les incarner. Voilà. Ensuite, Guillaume Tabar très justement rappelé que Valérie était la présidente de la plus grande région d'Europe. Certes, elle a gagné un combat très important au mois de décembre dernier. C'est aussi le cas de Laurent Wauquiez qui a gagné en Rhône-Alpes. C'est aussi le cas de Christian Estrosi qui a gagné en PACA. Et c'est aussi le cas, par exemple, de Philippe Reichert, mon président de région Grand Est. Ils soutiennent tous trois Nicolas Sarkozy. Je suppose que Nicolas Sarkozy a quand même essayé de la rallier à sa cause, forcément. Il n'est pas resté neutre dans cette affaire-là. Donc c'est quand même une défaite. Mais une défaite de quoi? Je pose la question, c'est pas du tout... Non, c'est pas, je vois pas en quoi c'est une défaite, encore une fois. Mais il a essayé. Valérie Pécresse, je ne suis pas dans l'antichambre pour savoir si Nicolas Sarkozy a rencontré Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Peu importe, c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas vraiment une surprise pour les uns et pour les autres, pour les observateurs. Et Guillaume Tabar le faisait remarquer. Question, dans justement l'interview qu'elle donne au Figaro ce matin, il y a deux arguments qui sont des arguments... politique, dans le contexte effectivement du débat qui va avoir lieu cette semaine. Premièrement, elle conteste la bataille au centre, ou en tout cas la critique de François Bayrou, expliquant que finalement les présidents de région que vous venez d'évoquer, justement, ont tous été élus avec les voix du centre. Et c'est ce qui d'ailleurs leur a permis d'accéder. Donc est-ce que c'est vraiment utile de taper sur François Bayrou et une partie du centre, y compris la Garde et l'UDI, à partir du moment où ils ont permis l'élection des présidents de région? Vous savez, moi je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre les électeurs du centre, qui sont avec nous 95% du temps, et ils sont globalement de centre droit, c'est-à-dire qu'ils accompagnent des majorités de droite. Et l'attitude de François Bayrou, qui a vu son capital plutôt s'envoler depuis 15 ans. Vous savez, moi j'ai été candidat aux élections législatives en 97, il y avait 215 députés à l'UDF. J'étais candidat au nom de l'UDF, moi, de la grande UDF. Moi j'étais issu de la famille des libéraux. Le président de notre famille politique s'appelait François Bayrou. Voilà, il y avait 215 députés, il a fini à 3 députés. Voilà. Donc faut pas confondre les électeurs qui, eux, sont dans une logique d'alternance et qui veulent bien sûr accorder sans doute leur suffrage. Mais est-ce que ça ne donne pas finalement à François Bayrou une importance qu'il n'a peut-être pas? Non mais c'est un sujet. Et nous ne souhaitons pas qu'il ait l'importance qu'il a aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous ne souhaitons pas d'avoir une alternance qui soit ambiguë. Nous ne souhaitons pas revenir à une espèce de bipartisme au sein de la future majorité. Enfin, on a tourné le dos au bipartisme parce qu'il y a eu le 21 avril 2002, parce qu'il y a eu le Front National, et qu'on a pensé que ce qui nous séparait était de loin infinitésimal par rapport à ce qui nous rassemblait. C'était la création de l'UMP. Donc, c'est revenir à deux pôles au sein de la future majorité, c'est retour à la case départ pour moi. Ça veut dire que on oublie la menace du Front National, on oublie tout le travail qui a été fait depuis 15 ans, et au moment où on va avoir besoin d'une majorité forte, soudée, parce qu'il va falloir faire des réformes difficiles, et ça c'est un enjeu du débat de jeudi, eh bien là, il faudra un groupe parlementaire fort, majoritaire, nous l'assumons, et c'est un peu curieux de voir ceux qui étaient les fondateurs de l'UMP en 2002, aujourd'hui envisager d'avoir deux groupes parlementaires forts au sein de la future majorité. S'ils ont une majorité diverse... Non mais on peut avoir une majorité diverse tout en ayant un groupe parlementaire majoritaire. C'est le choix de 2002 de l'UMP. Moi, je ne souhaite pas remettre en cause ce choix de 2002. Il était légitime, et d'autant plus légitime lorsque vous avez le Front National à 30%. D'accord, mais du point de vue d'Alain Juppé, si jamais il l'emporte, au fond, accepter les investitures qui ne sont pas les siennes, ça paraît bizarre. Mais ce sont les siennes. 80% des investitures ont été accordées à l'unanimité. Voilà, je suis membre du Conseil national, président du Conseil national. J'étais membre de la commission d'investiture, je le suis toujours, et je peux vous dire que 80% des investitures qui ont été accordées, ou 90%, l'ont été données à l'unanimité. Et ce deuxième argument... Je pense que ça n'est pas un bon débat. Le vrai débat, c'est est-ce que, après la primaire, et ça doit être
entre les candidats pour le coup, ça doit être un débat jeudi soir devant les Français. Est-ce que on veut faire une part plus importante à un groupe centriste qui serait un groupe charnière, qui ferait les majorités, et ça veut dire qu'on est prisonnier de surenchère. Imaginez demain, on va réformer le droit du travail. On va faire une réforme difficile, courageuse, qui est nécessaire, beaucoup plus forte que ce que le gouvernement a voulu faire avec la loi El Khomri. Regardez ce que ça a donné vis-à-vis des syndicats. Bon, eh bien, il faudra avoir une majorité solide, soudée. Il ne faudra pas avoir des tractations à l'Assemblée nationale avec des groupes sur des amendements qui voudraient aller moins loin, plus loin et autres. Il faudra appliquer le programme du président de la République. Voilà. C'est l'esprit du pacte fondateur de l'UMP de 2002, eh bien, il est, à mon sens, encore d'actualité, plus que jamais, en 2017. Restaurer l'autorité, dit-elle ce matin dans le Figaro. Je ne reviens pas à Pécresse. Simplement, je voudrais ajouter à ça, justement, dans les Échos, le palmarès qui a été fait, justement, avec l'Institut Montaigne, très sérieusement, sur la crédibilité économique des programmes. Le maire, 95%, il s'agit simplement des économies, pas du reste, puisque Nicolas Sarkozy, concernant les fonctionnaires, est crédité d'un des programmes les plus crédibles. Mais pour ce qui est des économies, le maire, 95%, Juppé, 75%, Fillon, 65% et Nicolas Sarkozy, 45%. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans cette candidature depuis le début, comment peut-on dire, une impression de forte volonté politique, mais de flottement programmatique? Écoutez, j'ai pas le sentiment, quand j'entends les concurrents de Nicolas Sarkozy l'attaquer sur son programme, qui est un problème de programme, parce que sinon il n'y aurait pas les attaques auxquelles on assiste. Nicolas Sarkozy est pour une alternance forte, une alternance franche, financée, en particulier. Oui, d'accord. Oui, financée. La question posée par les Échos ce matin, c'est qu'il y a quand même une incertitude sur le financement, notamment par exemple de la baisse d'impôts de 25 milliards, etc. Quand vous supprimez 300 000 postes de fonctionnaires, et Nicolas Sarkozy, vous l'avez rappelé, ça lui est crédité. Et le plus crédible parce qu'il l'a fait. Il a fait 150 000. Voilà. J'ai été son ministre de l'Éducation nationale, nous avons supprimé 80 000 postes. Voilà. Donc c'est très sympathique d'avoir des déclarations théoriques sur les baisses des finances et autres. Il y en a qui parlent et il y en a qui agissent, qui font. Voilà. Nous avons fait pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et donc ça donne une certaine crédibilité par rapport au programme, au projet, sur le plan budgétaire. Mais là, il s'agissait du financement, ma question, pardonnez-moi, mais il s'agissait du financement. C'est un des postes de financement majeur. C'est-à-dire, quand vous réformez le système de protection sociale et que vous créez une allocation unique, vous, immédiatement, vous avez un gain en matière de dépenses budgétaires et fiscales. Je veux dire, il y a un certain nombre, et ça, c'est bien que ce soit un enjeu du débat de jeudi aussi, c'est de comparer les moyens de faire des économies. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, concernant le débat, qu'il est possible de mettre en avant des différences que vous venez de souligner et qui sont importantes avec des réponses qui vont durer 1 minute? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que, justement, cette première partie du débat, avant le face-à-face des deux candidats, et pratiquement, alors c'est pas une critique de ma part, mais c'est les observateurs qui disent ça. C'est la difficulté de l'exercice quand vous êtes 7. Je dois dire que le premier débat a quand même permis des échanges de qualité, et les journalistes d'ailleurs n'y sont pas pour rien, ils avaient, je pense, bien préparé les choses. Il faut accepter dans ce type d'exercice que chaque candidat ne soit pas interrogé sur chaque sujet avec les mêmes questions, sinon vous ne vous en sortez pas. Je vais vous dire, moi je voudrais émettre un vœu pour le débat de jeudi, je voudrais qu'il soit un peu plus politique. Voilà, on a eu un débat, je trouve. Vous avez une crainte, le fait, avec la grève d'ITélé ce matin? Non, écoutez, la rédaction, en tout cas j'ai eu l'occasion de rencontrer des journalistes d'ITélé qui m'ont indiqué que même si les journalistes faisaient grève, ils avaient considéré que le débat se déroulerait malgré tout. Moi ce que je souhaiterais, c'est on a eu un débat de qualité. On a eu un débat de qualité, mais on a eu un débat peut-être parfois un peu trop technique aux yeux des Français. Moi, je souhaiterais, jeudi soir, qu'on ait un débat qui soit peut-être plus politique. Voilà. Quels sont les choix forts? Avec qui on gouverne? Avec quelle tactique? Il y a des choix tactiques qui sont très différents sur les sujets. Est-ce qu'on prend une position forte, par exemple, d'emblée, sur la question de la dégressivité des allocations chômage, ou est-ce que on est prêt à discuter d'emblée? C'est pas un petit débat. Est-ce qu'on est pour l'élection des chefs d'établissement par les enseignants, ou est-ce que, au contraire, on est pour des chefs d'établissement dans les lycées qui aient plus de pouvoir, qui soient nommés par les recteurs, mais qui choisissent leurs enseignants? C'est pas un petit sujet. Voilà. Donc moi, ça, ce sont des choix politiques. J'aimerais que ce débat permette de résoudre, de lever certaines ambiguïtés et de faire toute la lumière sur le projet des candidats. Dernier point, Luc Châtel, il est important. On vient de parler, d'ailleurs, c'est à cause de mes questions essentiellement de ce qui se passe à droite, mais il y a un rendez-vous important qui est peut-être d'ailleurs démarré à l'Élysée avant le Conseil des ministres entre Manuel Valls et donc le président de la République sur fond de tension décrit évidemment dans la presse depuis plusieurs jours. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus de pouvoir en France ?
Est-ce que c'est une vision de journaliste? Non, je crois que les journalistes américains ont assez bien résumé la situation en disant en considérant François Hollande comme un mort-vivant, on a l'impression que le pouvoir est ailleurs, on a l'impression que on a déjà tourné la page de François Hollande au sein de l'actuelle majorité. Il faut voir l'état d'esprit des députés à l'Assemblée nationale, des députés socialistes. Voilà. Alors, est-ce que c'est Manuel Valls? Mais si je vous pose la question, c'est que est-ce que vous allez vous retrouver face à François Hollande ou face à Manuel Valls? Écoutez, ça, c'est pas à nous de le décider. Et nous n'avons pas à choisir nos concurrents. C'est un peu compliqué quand même pour Manuel Valls de nous expliquer qu'il va être une alternative crédible face à la politique que François Hollande a menée. Parce que Manuel Valls, il aura été membre de tous les gouvernements de François Hollande, à des postes de haut niveau. Il a été Premier ministre pendant 3 ans, et il voudrait nous expliquer que c'est pas de sa faute si ça s'est passé comme ça. C'est un peu compliqué. Mais c'est lui qui a décidé de la politique budgétaire, de yo-yo, d'aller-retour, qui a été permanent pendant le quinquennat. C'est quand même Manuel Valls qui était Premier ministre. Merci Luc Châtel. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national des Républicains et que vous étiez l'invité donc ce matin de l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse de Michel Grossieur. Nous allons parler évidemment abondamment de tous ces sujets. Bonne journée à vous.